Bonjour. On, on va parler de valeurs. C'est-à-dire que on va vous présenter, au travers de différentes présentations, dans différents contextes, le sujet des valeurs partagées par des salariés pour effectuer un travail auprès de clients. Moi, je me présente, je suis un cadre de chez Sodexo. Et on est une entreprise un peu spéciale parce que on est 425 000 personnes dans le monde, dans 34 000 endroits, et ça fait une entreprise qui fonctionne. Et la moyenne de nos équipes, c'est 12 personnes, avec un agent de maîtrise ou un cadre qui pilote le sujet. Et qu'est-ce qui fait que ça marche ? Depuis le début de l'entreprise, on a parlé de valeurs, c'est-à-dire il y a 3 valeurs dans notre métier. Le sujet, c'est de les faire partager par l'ensemble des collaborateurs. Le premier sujet, c'est évident, on parle du client, c'est l'esprit de service. C'est comment on fait dans un métier de service comme le nôtre pour que ça fonctionne, pour que les consommateurs soient satisfaits tous les jours. Cette notion d'esprit de service qui doit être partagée par l'ensemble de nos salariés, c'est hyper important. Deuxième sujet, deuxième valeur, c'est l'esprit d'équipe, parce qu'on ne réussit jamais tout seul, et que c'est toujours une équipe qui relève le challenge d'un service le midi, relève le challenge d'une opération de maintenance, relève le challenge de l'ensemble des services d'accueil que l'on peut prodiguer sur un site. Et cet esprit d'équipe est hyper important, c'est-à-dire que ce qui gagne, c'est l'équipe, c'est pas le manager, c'est l'équipe. Et puis troisièmement, la troisième valeur qu'on a édictée dans notre entreprise, c'est comment on fait pour durer, comment on fait pour délivrer ces services sur le long terme, comment on fait pour rester chez nos clients, comment on fait pour innover, comment on fait pour partir sur des challenges de partenariat. C'est l'esprit de progrès, c'est-à-dire l'écoute de nos clients, de nos consommateurs, l'écoute du marché, d'innovation, et comment fait-on pour à partir des attentes de consommateurs ou de clients qui peuvent changer, comment fait-on pour s'adapter ? Comment fait-on pour innover ? Comment fait-on pour apporter de nouveaux services ? Et à tous les niveaux, c'est comme ça. Donc ça, c'est le témoignage d'une entreprise de service. Et je vais laisser mes collègues d'un jour vous apporter des témoignages sur d'autres univers, mais toujours à propos de ces valeurs. Donc j'appelle Mathieu Cornetti, Magali Villeneuve, Laurence Malençon et Bertrand Moine. Alors vous allez voir, ce sont des témoignages différents avec des métiers très différents. Donc je laisse la parole à Mathieu. Merci Philippe. Je vous ai pas donné le micro. Pas de problème. Mathieu Cornetti, je suis le président d'une société de gestion à vocation sociale. Donc qui dit société de gestion et qui dit vocation sociale dit tiens, il y a un petit sujet de valeur. On gère aujourd'hui 110 millions d'euros et on investit en capital dans des entreprises qui génèrent des impacts sociaux remarquables. Insertion, handicap, apprentissage. Donc les directeurs d'investissement, on est parti de rien et aujourd'hui on est une vingtaine. Les directeurs d'investissement doivent pouvoir s'adresser, doivent pouvoir avoir une communauté de valeurs avec les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. Et puis dans l'univers du private equity, si vous le connaissez un petit peu, c'est un univers de surdiplômés, de personnes qui sont très bien payées, qui sont plutôt déconnectées même je parle pour mes chers collègues du private equity, plutôt déconnectés de la réalité du terrain. Et ça, c'est un premier enjeu, c'est arriver à avoir une communauté de valeurs et donc monter une équipe qui partage cet enjeu entrepreneurial, enjeu de pouvoir communiquer simplement avec les dirigeants et avoir une vraie proximité. Le deuxième gros enjeu que je vois, c'est finalement comment est-ce qu'on maintient ces valeurs, puisque c'est un métier qui est assez indépendant. Il faut aller sur le terrain, et puis les directeurs d'investissement, ils ne sont pas sur un grand plateau. En fait, ils sont systématiquement sur le terrain. Alors, nous, on investit plutôt dans les quartiers populaires. Ça veut dire qu'il faut réussir à garder cette cohésion. Alors, un début de réponse, c'est que d'abord au recrutement. Comment fait-on pour recruter ? La clé, c'est qu'on recrute moins cher. Les salariés les directeurs d'investissement sont moins bien payés qu'ailleurs. Voilà. Ça, c'est une première
un premier moyen, un premier bon filtre. Si mes camarades étaient là, je pense qu'ils m'en voudraient un petit peu. Mais certains ont abandonné 30 à 40% de rémunération. Et ça, c'est absolument génial parce que ça veut dire que si jamais un matin ils sont pas contents, bah, ils peuvent partir. Ils sont pas dans une petite cage dorée comme on l'est tous dans le private equity. Ça veut dire qu'ils savent tous pourquoi ils sont là. Ils savent tous aussi qu'ils ont un niveau de confort matériel qui convient, qui leur convient. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu violent, mais c'est notre réalité. Et puis c'est bien plus encore que le salaire moyen ou médian français, quoi, hein, donc personne ne se plaint. Mais voilà, ce premier enjeu, c'est finalement, si on vient chez Impact Partenaire, c'est qu'on a une communauté de valeurs. Et puis alors le deuxième enjeu, il est tout aussi important, c'est sur la durée. Quand on lève des fonds, on a commencé avec 5 millions d'euros, 110 millions, et on est sur une croissance significative. Comment fait-on pour garder cet ADN, grandir? Donc petit à petit, il y a des nouvelles personnalités qui nous rejoignent. Petit à petit, on fait monter des stagiaires chargés d'affaires, puis potentiellement directeurs d'investissement. Mais il faut plus que ça, plus que de l'investissement, plus que des deals. Et on organise en fait des écosystèmes et chacun met la main à la pâte. Donc il n'y a pas très longtemps, on a organisé, vendredi prochain, on organise un apprentissage dating. Voilà, donc le directeur d'investissement, il fait aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que 50 jeunes qui doivent trouver un contrat d'apprentissage avant la fin de l'année le trouvent. On organise des tournées d'achats impactants, on organise une semaine de l'entrepreneuriat dans les lycées des quartiers populaires. Donc voilà, on a plein de choses qui permettent aussi au directeur d'investissement finalement de continuellement sortir d'un train-train quotidien et puis une traction, parce que c'est quand même une entreprise, une vraie traction, c'est-à-dire que c'est un projet, on est devenu la plus grosse société de gestion dans l'impact investing en Europe, et je dirais qu'il y a une certaine fierté sur les valeurs et une certaine fierté sur le projet entrepreneurial qui est partagé par tous. Voilà Philippe. Merci Mathieu. Bien, donc je m'appelle Magali Villeneuve, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Exco, qui est un réseau d'experts comptables, de conseils et d'auditeurs en France. Et je suis particulièrement, moi, en région, directrice du développement, et je m'occupe du projet de transformation. Alors, donc là, je vois en fait le titre qui est l'entreprise en mouvement, et avec un centrage qui est sur les valeurs. Alors, j'ai envie de parler de notre point de départ, de qu'est-ce qui nous a poussé à nous mettre en mouvement. En fait, nous, les experts comptables, nous, en tous les cas, ce qui nous a touchés, c'est il y a 3 ans. On a été secoués, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous dans la salle, par des fortes mutations, des acteurs en ligne qui arrivaient dans nos marchés. Et puis, pour nous, des premières difficultés économiques à certains endroits. Et donc, on s'est dit, bien là, il y a urgence à évoluer fortement, à se transformer. Et donc, alors qu'on n'arrêtait pas de parler de transformation digitale partout, et nous, on a pris l'angle justement de mettre en mouvement l'humain. Ça partait d'une conviction très forte, de ce qui faisait sens pour nous, mais de ce qui faisait cœur aussi. C'est que l'humain était à mettre en mouvement pour permettre en fait la pérennité d'une entreprise. Donc, dès lors qu'on changeait le logiciel, on permettait à l'entreprise d'être pérenne dans le temps. Donc, l'entreprise capacitante, c'est celle qui donne le pouvoir aux gens, qui libère les énergies, qui permet de créer. Et donc, nous, on a démarré un projet de transformation qui s'appelait l'Aventure Ensemble. On trouvait que c'était un joli nom, dans une période qui était de forte mutation, où il y avait beaucoup d'incertitudes. On s'est dit, ça met en mouvement, ça donne de l'énergie. Et alors, on a démarré le fait de mettre l'entreprise en mouvement en permettant à nos collaborateurs, alors moi, je suis en région, on était 700, on leur a dit, voilà, vous pouvez créer. Sur 6 thèmes, on vous laisse complètement la main. Et on a eu 40 projets entrepreneuriaux qui sont nés. Et en fait, ces projets, ils ont révélé une capacité de collectif à fonctionner ensemble. Ça a révélé en fait certaines valeurs qu'on a pu observer. Ça, c'est important d'observer, de demander, mais aussi d'observer ce qui se passe dans le vécu. Mais en fait, on s'est aperçu que ces projets, ils n'ont pas duré très longtemps. Et en fait, ils n'ont pas duré très longtemps parce qu'en fait, pour mettre l'entreprise en mouvement, il faut avoir un référentiel commun. Il faut avoir un socle pour lequel on a envie de se défendre, de se définir, de se défendre. Et donc là, c'est là où je rejoins les valeurs. C'est qu'on s'est rendu compte, en allant à la rencontre d'entreprises qui étaient plus en avance que nous sur ces thématiques-là, on a bien vu qu'en fait, ces entreprises qui étaient en avance sur le fait de mettre en mouvement les gens, libérer les énergies, elles avaient un point commun.
toutes ces entreprises, en fait, elles travaillaient sur leurs valeurs qui constituent un socle. Et également, ce qu'on appelle une raison d'être, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et c'est plus des éléments qui relèvent du bien commun. Elle travaillait aussi sur une mission, et puis elle travaillait aussi sur une identité. Et donc nous, on a fait ça, et on a fait ça aussi de manière collective, c'est-à-dire qu'on a démarré à 30, à 70 et puis plus, parce que ça, c'est fondamental d'embarquer, de rendre acteurs les gens dans cette propre définition pour qu'ensuite, on ne soit pas dans la conduite du changement, on soit dans la poursuite d'une aventure ensemble. Il y a eu quelque chose d'intéressant sur lequel on a travaillé, sur lequel on pourra revenir, c'est d'aligner en fait cette vision, ces valeurs, avec un sujet qui est la marque. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on se dit, mais quel est le rapport entre la marque et l'entreprise en mouvement? Et on voit qu'en fait la marque, il y a un prolongement naturel, parce qu'on travaille sur la marque, on travaille aussi sur des valeurs, on travaille aussi sur une vision. Et on voit que quand on fusionne les deux, on peut profiter en fait du côté imaginaire que peut apporter la marque. L'image en fait qu'elle peut permettre de véhiculer permet d'accélérer des comportements qui sont attendus chez nos gens, chez nos collaborateurs, et qui permettent de faciliter la mise en mouvement. Donc voilà notre histoire. Alors je pense aussi que dans l'entreprise en mouvement, au-delà de ce socle, il y a le manager qui est à l'interface de la vie dans les agences il a un rôle à jouer dans l'alignement, dans ses valeurs, dans une promesse qu'il doit donner au niveau de ses clients. Voilà, c'est extrêmement important. Donc en fait, on voit qu'une entreprise qui est en mouvement, dans un monde où il y a des innovations constantes, il y a à embarquer le nous de manière très forte au départ pour rendre les gens acteurs. Il y a travaillé sur les managers, la dimension individuelle, la transformation personnelle en fait, pour qu'il y ait libération d'énergie. Et puis il y a ensuite aussi intégré dans l'entreprise qui se met en mouvement, puisqu'on est dans un monde complètement ouvert, ce tous, c'est-à-dire cette capacité à se relier aussi à des éléments extérieurs à l'entreprise, des parties prenantes qui permettent aussi de faire grandir les gens et de leur permettre d'être de plus en plus innovateurs. Voilà la voie que nous on a choisie pour répondre à une problématique qui était au départ celle d'être attaqué dans un marché et de se mettre en mouvement pour durer dans le temps. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis Laurence Malençon, je dirige l'innovation chez Hopscotch, je suis stratège de formation. Et je vous parle en fait de mon expérience. J'étais entrepreneuse pendant une quinzaine d'années et j'ai connu les succès des entrepreneurs, j'ai connu aussi les échecs, y compris celui de faire de ma propre boîte un enfer personnel, au moins pour moi et peut-être pour les autres pendant quelques temps. À partir de ce moment-là, j'ai dû me reconstruire complètement et je me suis reconstruit à partir d'une interrogation sur ce qu'étaient les valeurs et quelles étaient mes valeurs. Et du coup, j'ai compris l'importance que prenait la valeur pour moi, pour l'entreprise aussi et pour la communication. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur? Ou qu'est-ce que ce sont les valeurs? Dans ma perception personnelle des choses, pour moi, les valeurs, c'est le plus haut degré d'énergie. C'est-à-dire que c'est l'endroit où vous-même, vous vous sentez vibrer, vous vous sentez animé, et c'est l'endroit aussi où vous n'avez pas envie de faire de compromis. Et c'est l'endroit où vous vous sentez pleinement vous. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, les valeurs. Et j'ai découvert que moi, mon métier, c'était finalement, on me demandait quoi? On me demandait de faire des positionnements de marque, des positionnements d'entreprise. C'était l'essence même de mon métier de planeur stratégique. Et dans le cadre de ce métier, on me demandait à moi de définir les valeurs des entreprises dont je m'occupais. Mais comment je peux définir les valeurs des entreprises dont je m'occupe ? Alors que ces entreprises elles-mêmes, souvent elles ont marqué des valeurs sur leur site internet. Il y a 3 valeurs, il y a excellence, il y a performance, il y a proximité, il y a tout ce que vous voulez. Mais ces valeurs-là, elles ne les vivent pas. Ces valeurs-là, les gens que vous avez en face de vous et qui représentent l'entreprise, ils ne les ont pas forcément. Alors comment on fait pour que les gens vivent pleinement ces valeurs qui est le plus haut degré d'énergie, le plus haut degré d'animation? Ça a été la recomposition de mon métier. J'ai repensé la manière dont je voulais faire de la communication et dont j'imaginais que la communication et la marque avaient un rôle à jouer
dans cette transformation. Je me suis dit déjà que la communication, c'était quelque chose de fantastique à partir du moment où, dans l'époque de transformation qui est la nôtre, on faisait passer les bonnes idées. Et que moi, en tant que communicante, c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire passer les bonnes idées, qui sont des idées... Ce matin, un intervenant, Alex Pachulski, a parlé d'activisme humain. Bah voilà, moi j'ai envie aussi de défendre l'humain et j'ai envie que la communication défende ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport aux valeurs, eh bien les valeurs, j'ai envie de travailler les valeurs et la communication de marque, et c'est ce qu'on a commencé à faire déjà, comme étant la conscientisation de ce qu'est l'entreprise. C'est-à-dire pas une démarche qui vient de l'extérieur, mais une démarche qui vient de l'intérieur et qui consiste à aller voir les gens et à leur essayer de regarder avec eux vraiment qu'est-ce que eux mettent dans leur travail et quelle énergie leur anime et où est leur authenticité, où est leur intégrité. Et c'est en ça que les valeurs peuvent devenir un levier très puissant, comme tout à fait la culture de la marque, de la manière dont on la crée aujourd'hui, qui n'est pas la même manière dont on l'a créée qu'il y a 5 ans. Et j'aurai plaisir à échanger avec vous sur ce sujet dans le cadre de la table ronde. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Bertrand. Je suis cofondateur de Digital Village. Digital Village, ça s'inscrit pleinement dans notre sujet du jour, puisque on travaille qu'avec des freelances, on travaille avec que des indépendants. Alors c'est un sujet un peu à la mode. Nous, ça fait 2 ans qu'on construit une organisation du travail autour du sujet du freelance. Et la vraie question, en fait, c'est de savoir comment on fait pour organiser ce sujet du travail indépendant. Alors, je vous donne quelques chiffres quand même pour vous inscrire un peu dans ce débat. Peut-être que vous les avez entendus 15 fois aujourd'hui. Il y a aujourd'hui plus 45% de travailleurs indépendants en Europe depuis 2004. Il y a un tiers des actifs américains qui sont sous contrat de freelance et ça sera 1 sur 2 en 2025. Donc vous voyez, il y a des vrais enjeux de société, il y a des vrais enjeux de protection sociale autour de ces sujets. Et moi, ce dont j'avais envie de parler tout à l'heure, c'est évidemment des valeurs, de la partie communauté qui nous anime. Nous, on a pris un parti pris, qui est très important chez nous. On a rassemblé tous ces freelances dans des espaces de travail qui s'appellent coworking. C'est un vrai parti pris parce que chez Digital Village, on fait de la prod digitale. Alors, on aurait pu se plateformiser, on aurait pu tout inscrire autour d'une plateforme numérique et on a décidé de monter des espaces de travail. Donc, pour tous les promoteurs immobiliers, j'ai vu qu'il y en avait certains aujourd'hui. C'est plutôt bon signe. On a besoin de ces lieux pour créer et conserver la communauté. On a besoin aussi de valeurs. Elles sont hyper importantes pour nous, pour construire une identité de marque et un sentiment d'appartenance à un collectif. En fait, on fait ni plus ni moins que réinventer un collectif de travail. Et c'est, je pense, ce qui peut nous lier avec des grosses entreprises comme Sodexo qui emploient des dizaines de milliers de salariés à travers l'Europe. Et c'est de ça dont on pourra parler tout à l'heure. On a eu une conversation tout à l'heure pour préparer le sujet, parce qu'on ne se connaissait pas. Et on a eu... la première question qu'on se posait, c'est, bon, les valeurs, on en parle, mais les valeurs, ça se partage. Alors, comment on fait pour ces attribuer, ces valeurs? Alors, j'avais envie de commencer par Magali. Ouais. Alors, comment on fait pour se les partager, ces valeurs? Alors, il est vrai que je reviens sur une dimension qui est importante, c'est la manière dont ça a été construit. Dès lors que ça a été construit par un collectif, il y a une appropriation qui est quand même bien plus simple. Après, bien sûr, ça doit se vivre dans le quotidien. Donc, comment fait-on pour le faire vivre au quotidien? Moi, j'ai envie de dire, au vu de notre expérience, parce que c'est celle qu'on connaît, je dirais qu'il y a 2 dimensions. Nous, les valeurs, on les fait vivre... alors déjà, on a quelque chose qui est important par rapport aussi à la problématique que j'ai citée, c'est que le vivre ensemble est important. C'est-à-dire la culture d'entreprise est importante. Et nous,
Dans un premier temps, la culture d'entreprise, ça s'est beaucoup focalisé sur comment je fais vivre les valeurs. Donc en fait, on a chez nous des gens en fait qu'on appelle des fertiliseurs de culture, puisqu'en fait on a travaillé beaucoup sur la marque et notre identité de marque, c'est les fertiliseurs. Donc on a des fertiliseurs de culture, c'est-à-dire sont des gens qui, à côté des managers, font faire vivre la culture en continu. Donc chez nous, en fait, régulièrement, on fait vivre des valeurs par des actions, des opérations. On a par exemple une valeur qui est le collectif, mais derrière cela, on a des principes d'action. Et dans les principes d'action du collectif, alors on a des principes d'action parce que derrière une valeur, parfois on a besoin de mettre du concret. Donc derrière, par exemple, le principe ouverture, collectif ouverture, eh bien la manière pour nous de faire vivre l'ouverture, pour vous donner un exemple concret, c'est d'envoyer nos collaborateurs en expédition. C'est-à-dire, ils partent dans les entreprises. Nous, on fait du conseil aux entrepreneurs. Ils partent en entreprise et puis ils vont découvrir des choses. Ils vont faire des rencontres humaines et puis ils reviennent. Et puis, donc, du coup, ils sont vachement plus conscients du monde qui existe autour d'eux. Ils s'ouvrent à la différence, ils s'ouvrent au regard de l'autre et du coup, ils reviennent un peu plus en capacité de se dire c'est dans c'est dans la collaboration, c'est dans l'écoute de l'autre que je peux grandir. Donc voilà, on a ce premier champ. Ensuite, on a tout un tas de cas qui peuvent nous arriver dans le quotidien, type des décisions que l'on a à prendre et par exemple, une décision sur comment je recrute quelqu'un, ou aussi parfois comment je m'en sépare, au nom de quoi, en fait, je fais ces choix. Et c'est là où, en fait, il y a un retour, en fait, à ces valeurs pour, en fait, permettre ces décisions-là. Alors ensuite sur le sujet, donc là je parle de la partie interne, il y a une autre dimension qui est la partie client. Alors bon, je sais Philippe que vous, la partie valeur est un driver important pour adresser les clients. Nous on a une manière on a un référentiel pour adresser les clients qui tient qu'à des valeurs, mais qui est un petit peu plus élaboré que ça. Donc, enfin, qui est plus pas élaboré, mais qui en fait englobe plus de choses. Pas élaboré, excusez-moi pour le terme. Mais en tous les cas, voilà, il y a aussi comment je peux utiliser ce cœur de valeur pour faire vivre avec mes clients ces valeurs. Et donc du coup, ce qui est important, c'est qu'on retrouve en fait une cohérence à plusieurs endroits pour que du coup, en fait, on se dise, ben voilà, je suis dans une entreprise qui est extrêmement habitée dans ses valeurs. Donc en fait, il faut qu'on les retrouve à plusieurs endroits. Voilà quelle est ma réponse. Un petit peu longue, mais... Et Laurence ? Dans la façon de faire partager les valeurs, dans le travail qui est le mien, Philippe, ce qui est important, c'est de passer par l'imaginaire de la marque. Alors, on pourrait dire, oui, mais l'imaginaire de la marque, là, vous allez nous plaquer quelque chose qui n'existe pas. Et moi, je suis d'accord avec vous, dans le sens où, pendant des années, on a pu penser que la marque, c'était voilà, quelque chose de plaqué et que c'était une surcouche de quelque chose de brillant, de séduisant qu'on mettait sur la vraie réalité d'entreprise. En vrai, la manière dont je considère la marque maintenant et dont on la travaille, c'est au contraire déjà de se mettre vraiment à conscientiser la réalité d'entreprise, c'est-à-dire de faire les choses en collectif. C'est pas un travail en particulier qu'un regard extérieur qui serait moi ferait sur l'entreprise, c'est un travail que toute l'entreprise fait pour faire émerger des choses qui sont vraiment à elle. Et ensuite, c'est la constitution d'un imaginaire. Alors pourquoi c'est important un imaginaire ? Parce que l'homme est un être subjectif. Nous sommes des êtres subjectifs, notre cerveau réagit à la subjectivité. Si par exemple, Philippe, je vous dis, voilà, il se passe 300 millisecondes entre le moment, par exemple, où il y a cette bouteille d'eau et le moment où mon cortex préfrontal va me dire « Ah là là, qu'est-ce que j'ai soif !» Mais pendant ces 300 millisecondes, eh ben, tout notre cerveau émotionnel a déclenché tout un tas de réactions incroyables vis-à-vis du système nerveux central qui a fait que la messe est dite. Les choses sont déjà enclenchées avant même que le cortex préfrontal, le siège du jugement, soit là. Autre chose, on raisonne par métaphore. Des recherches extrêmement sérieuses à Stanford récemment ont montré que si on présentait le crime à des chercheurs en leur disant voilà, le crime c'est une bête sauvage, féroce, qui va faire tout un tas de dégâts sur la ville,
et les chercheurs présentaient le crime sous cet angle-là à des panels, et ben on se rendait compte que la réponse des panels était à 56%. Il faut absolument détruire cette bête sauvage, il faut l'enfermer, etc. Si les chercheurs présentaient le crime à d'autres panels en leur disant ben voilà, c'est un virus, et c'est un virus qui se propage, et bien la réponse qu'ils avaient en retour du panel, c'était au contraire, eh bien non, il faut soigner. Donc on se rend compte que le cerveau fonctionne comme ça. Donc l'imaginaire de la marque, il est très important. Il est très important parce qu'il aide à simplifier les valeurs. Et puis il est très important parce qu'il les fait ressentir profondément. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental, que les gens sentent et ressentent profondément les valeurs. Vous voulez à boire? Alors, comment fait-on pour fédérer des valeurs avec des indépendants, des travailleurs indépendants? Bien, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le sentiment d'appartenance à une marque. Nous, on construit énormément de choses autour de ça. Donc, il y a les lieux dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont finalement pas du tout obsolètes. Et puis, il y a également le sentiment d'appartenance à une marque, c'est-à-dire que quand vous produisez un site internet avec plein d'indépendants, eh bien, un des enjeux, c'est de se dire que c'est pas moi tout seul, mon corps de métier qui intervient, c'est une entreprise avec une solidarité de mes autres compagnons freelance qui partagent une même valeur d'entreprise. Donc, une de nos valeurs d'entreprise, nous, c'est la fiabilité. Et donc, pour les indépendants, ce qui est fondamental, c'est ce sentiment d'appartenance à un collectif, à une communauté. Donc, finalement, que ce soit des indépendants ou des salariés, on se rend bien compte que les valeurs, que la communauté restent des choses indispensables. Ok, merci. Et dans vos recherches de partenariat, Mathieu? Dans les recherches de partenariat, moi, en fait, je suis surtout très intéressé par le sujet de la marque. En fait, je trouve que l'enjeu, c'est on parle de valeurs, on parle des valeurs qui sont celles de l'entreprise, des salariés, et finalement, à un moment, ça arrive à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, ce que je comprends aujourd'hui, après presque 10 ans de construction d'une équipe d'investissement chez Impact Partenaires, c'est que franchement, jusqu'à très récemment, pendant presque 10 ans, on n'en avait absolument rien à faire de l'image qu'on renvoyait. L'enjeu, c'était nos valeurs en interne, point barre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perçu un mail d'un de mes camarades qui expliquait qu'il présentait la société en disant voilà, on est leader sur notre marché, on est extrêmement actif, pionnier. Et il y avait une fierté autour de la marque Impact Partenaire qui s'était créée. Et c'est amusant parce que finalement, ce qui était une marque, ce qui n'était pas une marque, Impact Partenaire, qui en est finalement devenu une, est un des éléments finalement de construction aujourd'hui de notre identité et puis de ce qui fait notre collectif. Voilà. Donc ça a été assez rapide, rapide, ça a pris 10 ans, mais, mais voilà. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose sur la raison d'être? On avait parlé de raison d'être la du raison manager. d'être. Alors, là, ce que je trouve intéressant, en fait, en tous les cas, dans notre chemin, effectivement, on a travaillé sur ce socle commun qui est important d'avoir, notamment à l'intérieur d'une entreprise lorsqu'on souhaite la mettre en mouvement. Il y a les valeurs, bien sûr, parce que c'est un socle très fondamental. Il y a aussi ce qui met en fait en mouvement, c'est le pourquoi on le fait, c'est le sens, c'est le why. En fait, je me suis rendu compte que parfois, parce que l'organisation, l'entreprise était organisée en silos, qu'en fait, ces éléments qui constituent le sens, la raison d'être, les valeurs qui sont travaillées en interne, une mission, une identité pouvaient être travaillées du côté de la stratégie, du côté des RH. Et puis ensuite, on avait le marketing qui travaillait sur exactement les mêmes sujets, mais de manière complètement déconnectée. Alors, en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la dissonance. C'est-à-dire qu'on parle d'une certaine manière à l'intérieur de l'entreprise, et puis on parle d'une autre manière à l'extérieur de l'entreprise. Et en fait, à l'ère où on veut libérer l'énergie et donner la confiance, quand on arrive en fait à parler de la même manière à l'interne qu'à l'externe, c'est absolument fabuleux. Je rajoute à ça une donnée que Laurence a amenée, qui est la culture de marque. Alors la culture de marque, c'est quoi? La culture de marque, je vais vous donner un exemple, j'essaie d'en trouver un qui parle le plus. Ça va par exemple être Michel et Augustin, si vous aimez, si vous êtes gourmand. Alors je suis à l'heure du goûter, peut-être que ça va éveiller vos appétits. Michel et Augustin, c'est des biscuits. En fait, ils sont arrivés en fait à rentrer dans les rayons dès la grande distribution, puis à trouver leur présence aux côtés de grands comme Danone. Donc d'ailleurs, ils se sont fait racheter. En fait, ils ont eu l'univers de l'enfance.
Et en fait, dans toutes les dimensions de leur entreprise, que ce soit en interne, nous on les a visités, ou en externe, il y a, voilà, ils sont des trublions du goût, et ils sont des trublions dans l'entreprise et des trublions aussi à l'externe. Donc nous, en fait, le chemin que l'on a fait, c'est ce travail de conscientisation qui était les valeurs, la raison d'être, qui on était. Et ça, c'est important aujourd'hui de travailler sur qui on est dans un monde, en fait, où il y a une profusion d'informations, il y a une profusion de concurrence, et de se dire, voilà, qui on est, ce à quoi on croit, et ce qui fait sens pour nous. Tu veux rebondir? Tu as envie, hein? Ouais. Bah, je te laisse rebondir, alors. Mais j'ai peur de perdre le fil. Ouais, je continue. Je continue. Tu la gardes? Il faudra juste que je garde mon Ouais, garde-la au chaud. Mais c'est bien, c'est inspirant, c'est chouette. Donc, bah maintenant j'ai perdu le fil. Ça t'es malin en fait. Hein, non. Tac. Non, en plus, c'est juste pour revenir sur cet exemple de Michel et Augustin et ton intervention précédente qui était de dire attention aux dissonances. Je prends cet exemple-là, c'est pas forcément bien de pointer quelqu'un du doigt, hein, pour être très, très honnête, mais c'est une entreprise qui s'est construite sur une image qui est extrêmement forte. Voilà. Ouais, moi, je me souviendrai toujours de la directrice de la communication qui expliquait à l'auditoire, vous savez, chez nous, pour rentrer chez Michel et Augustin, vous êtes obligé d'avoir le CAP pâtisserie. Waouh, c'est extraordinaire. On se dit, waouh, ça, on est dans le concret. Je veux dire, prenons les 426 000 salariés de Sodexo, je veux dire, voilà, ça pèse pas grand-chose par rapport à, waouh, on est obligé, même quand vous êtes dans les bureaux, d'avoir un CAP de pâtisserie. Ouais, sauf que le lendemain, je regarde un reportage sur cette marque, enfin cette marque, c'est une marque en fait, hein, sur cette entreprise qui n'a pas une seule usine. Voilà, il n'y a pas un atelier de production. Tout est externalisé. Et donc, je prends cet exemple-là, ça pourrait être, il y a bien d'autres entreprises, mais c'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre, c'est que là, on a un sujet clairement de valeurs de l'entreprise qui sont mises en avant, hyper marketées, très très bien réalisées. Je veux dire, pour avoir réussi à s'imposer face à des géants industriels que sont Danone, enfin, c'est un talent. Mais ces valeurs-là, je pense que elles sont difficiles à faire vivre quand on connaît la réalité finalement qui n'est pas celle de la pâtisserie dans cette entreprise. Je vais corriger parce que... Mais c'est possible. Je vais corriger parce que... Je vais rebondir aussi après. D'abord, je vous conseille le riz au lait. C'est à mourir. C'est vraiment à mourir. Mais tous les gens, tous les salariés de Michel Augustin passent un CAP de cuisine. Et ils ont des cours de pâtisserie, un CAP de pâtisserie, pardon. Ils ont des cours de pâtisserie à l'intérieur de leur bureau avec un maître pâtissier. Et ces cours de pâtisserie sont suivis par l'ensemble de la hiérarchie, du Michel et du Augustin, jusqu'aux opérateurs, hein, qui sont là. Et si vous voulez, ces gens-là, ils sont arrivés sur un marché dominé par des oligopoles. Ils ont imposé de la qualité, et ils ont imposé des choses. À la fin, un des grands groupes a envie de qui les accompagne, il a mis des capitaux à l'intérieur. Ça a une sacrée valeur de pouvoir s'imposer comme ça dans un monde hyper difficile. Et là, on rejoint la marque, mais on rejoint sûrement les valeurs, et de partager cette idée d'apprendre à faire de la pâtisserie et de passer un diplôme, parce qu'on vend ça, je trouve ça... Perso, je trouve ça génial. C'est super, c'est super. Je reprends le... Ça y est. Non, par contre, c'est vraiment intéressant parce que ça amène en fait à un mot qui est clé aujourd'hui. C'est le mot authenticité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. On peut de moins en moins tricher. En tous les cas, il y a une prime à celui qui ne triche pas et qui est très aligné entre qui il est à l'intérieur et ce qu'il projette à l'extérieur. C'est aidant pour l'entreprise parce que dans le cadre d'une entreprise qui va être en mouvement, quand il y a le même message à délivrer à l'interne et à l'externe, c'est bien plus simple. Je vais prendre le nôtre, mais c'est juste à des fins d'illustration. D'où quand on a travaillé en fait sur la marque, le travail qu'on avait fait sur les valeurs, la raison d'être nous a beaucoup aidé parce que c'est un travail de conscientisation qu'on ne fait pas tout le temps. Et en fait, on s'est dit quoi? On a tiré des fils. On a dit on est terriens, on est terriens, on est des terriens, on est des terriens. Voilà, les dirigeants sont des montagnards, c'est les gens de la terre. On a beaucoup de clients agriculteurs, on vient de la terre. On est très attiré par les dynamiques dans les territoires. On est plutôt naturel, vous voyez, fonctionnement naturel. Donc, hop, et puis on est en période d'innovation. Et puis la nature, c'est extrêmement important
pour innover. Et donc là, il y a eu un univers qui s'est en fait dressé, qui était l'univers de la nature. L'univers de la nature qui intéresse beaucoup les innovateurs. Et de là est venu fertiliseur entreprise. Et donc, en fait, ce fertiliseur, eh bien, dans toutes les dimensions d'entreprise, on en parle. On est fertiliseur, on a des managers fertiliseurs. Ces managers fertiliseurs mettent des tabliers quand ils se mettent à animer des ateliers collaboratifs avec leurs collaborateurs. On va dans des lieux qui sont que de la nature. Donc, on joue des codes de fond et de forme pour qu'en fait, on se dise, mais ouais, vraiment, on appartient à un univers, un univers commun, un socle commun qui fait que, waouh, on rentre là-dedans, il y a vraiment quelque chose de très singulier. Donc ça, il y a des managers fertiliseurs. Quand on est aussi fertiliseur avec nos clients, on est fertiliseur de nos territoires. Et à chaque fois, on a un truc à raconter qui est exactement la même chose. Et ça limite le risque de dissonance. On raconte la même chose, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est un vecteur qui, en fait, je trouve, pour avoir en fait vu pas mal d'entreprises, en fait, pour m'inspirer, parce qu'il y a des entreprises fabuleuses et vous m'inspirez par toutes vos réflexions. Voilà, c'est un canal qui est sans doute à utiliser de manière un peu plus souvent, parce qu'il y a matière à en tout cas à porter les équipes. Voilà. Je peux juste rebondir par une toute petite précision. Dans le travail de branding qu'on fait, c'est-à-dire de conscientisation de la marque, qui est un terme plus juste qu'on fait pour les entreprises et pour les marques. Vous voyez, avant, on faisait beaucoup, par exemple, la signature, les mots qui définissaient le travail de la marque, il était très tourné vers le public final. Que ce public final soit collaborateur, salarié, actionnaire, mais c'était très vous. Par exemple, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën fait pour vous. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire, on se rend compte que ce que doit présenter une entreprise et le travail qu'on fait de plus en plus, c'est soi, c'est sa raison d'être, c'est qui nous sommes. Qui nous sommes, et qu'est-ce qu'on aime faire. Par exemple, est-ce que nous aimons vous nourrir, par exemple, pour parler de restauration collective. Et c'est beaucoup ça. Et ça témoigne d'un changement d'état d'esprit, d'un changement de mindset par rapport à l'entreprise et au sens qu'on veut qu'elle ait et la manière dont on veut que ce sens résonne vis-à-vis des publics. Bien, est-ce qu'on peut se tourner vers la salle? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Enfin, moi, j'en ai. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser des questions directement. Pour reprendre par rapport à tout ce que vous venez de dire autour de ce que certains appellent aujourd'hui la symétrie des attentions entre le client, le collaborateur, etc. On a beaucoup ces notions-là. Est-ce que ça veut dire que réfléchir à une ADN partagée en interne sous-tend de transformer potentiellement les valeurs de marque qu'on va adresser à nos clients? Citroën, si je reprends, je ne sais pas du tout où ils en sont là-dessus d'ailleurs, si c'est toujours le slogan que vous avez cité, mais si c'était ça, imaginons que ce soit ça, est-ce que s'ils avaient des questions de transformation interne de leur expérience collaborateur, ils devraient également, dans une logique de cohérence, potentiellement changer un slogan et des valeurs de marque qui pourraient très bien marcher auprès de leurs clients? Ce qui est recherché, c'est l'alignement. C'est en effet le fait de ne pas prendre l'entreprise ou la marque en défaut de confiance. Éventuellement, quand on parle d'alignement, ça ne veut pas dire, comme il y a une dizaine d'années dans le travail de la marque, l'ayatollah, c'est-à-dire il faut que la marque soit présente de la même manière partout, etc. C'est plus, il ne faut pas qu'on soit collaborateur ou public, etc. Il y a un défaut de confiance ou même une suspicion, comme on vient de le voir sur Michel et Augustin, par exemple, récemment. À partir de ce moment-là, si le travail qui est fait à l'interne par les collaborateurs de définition du sens, de la reason why, de qui on est, a une incidence effectivement sur le service consommateur, il faut que cette incidence se ressente dans ce qu'on dit au consommateur, bien sûr. Évidemment, si par contre ça n'a pas d'incidence, parce que l'état d'esprit est le même, je ne sais pas, we try harder, si jamais ça reflète exactement l'état d'esprit qu'a l'entreprise, effectivement vis-à-vis du consommateur final ou du public final, ça n'aura pas d'incidence. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises se définissent beaucoup par qui elles sont, beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il peut y avoir aussi une réflexion quand on est dans une entreprise de service. Parce que dans une entreprise de service, quel qu'il soit, en fait, la majorité des salariés sont en contact avec le client final. Donc, ce point de contact, il est très important. Il peut renforcer l'image de l'entreprise, il peut la dégrader. Hein. Et donc c'est un point clé
Et je pense que dans des entreprises de services où on a une multiplicité de collaborateurs, on a une multiplicité de cadres qui, en fait, sont implantés chez des clients, en fait, qui interviennent chez les clients. Cette notion-là doit être renforcée parce que on n'est pas dans le contrôle de ce qui se fait. On est dans le cadre de mesure de résultats de la satisfaction régulière des gens. Donc, d'où l'importance de partager ces points-là. Je me tourne peut-être plus particulièrement vers vous, Magali, par rapport à vous avez changé vos valeurs de marque dans une entreprise existante. Est-ce qu'un changement comme cela, alors il est évident, c'est peut-être plus facile pour une marque qui se constitue de construire tout de suite des valeurs de marque pertinentes. Aujourd'hui, pour des entreprises qui ont une culture, une ADN depuis un certain nombre d'années et qui doivent transformer leurs valeurs de marque, est-ce que ça doit s'accompagner de marqueurs forts, voire nécessaires? Exemple, ça va se faire quand on va racheter ou intégrer une structure tiers. Ça va se faire quand on va changer de siège social. On a beaucoup ça aujourd'hui dans le cas des déménagements. Ou ça va le faire quand on va changer également de dirigeant. Ou est-ce qu'on peut vraiment faire cette transformation sans avoir cette espèce de marqueur exogène ou endogène, mais fort? Alors, merci pour la question, parce que ça, c'est complètement indispensable, en fait. C'est-à-dire que... Alors, en fait, je parlais de dissonance cognitive et, à l'inverse, de, en fait, incarner la marque dans toutes ses dimensions. Je parlais bien de ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est sans cesse la recherche, que ce soit en interne ou en externe, de quel marqueur je peux mettre, à la fois sur le fond et puis à la fois sur la forme, parce quand on a une culture de marque comme la nôtre qui s'inspire de la nature, en fait, on peut jouer de beaucoup de choses. Vous parlez des lieux. Bien nous, pour veiller à cet alignement, c'est-à-dire qu'on ait une cohérence entre, on a les managers fertiliseurs, on a un programme de formation au management qui est inspiré de la nature. Donc on s'est inspiré en fait de la nature. En fait, elle est riche parce qu'elle sait créer les conditions d'un écosystème, du travail ensemble, et c'est le croisement de la diversité que naît la richesse. On forme à ça. Et en même temps, pour que ce soit aussi cohérent, on va travailler sur les lieux. C'est-à-dire que nous, on a fait intervenir une agence de design avec qui on a réfléchi sur comment, en fait, on peut aligner nos lieux à ces nouvelles valeurs de marque. Donc, on a choisi aussi comment on stimule le travail collaboratif, puisque c'est une valeur importante pour nous. Eh bien, on a, par exemple, les salles qui sont dédiées en fait à la collaboration, on les appelle le jardin des possibles. L'endroit où se joue la convivialité, parce que la convivialité, c'est quelque chose d'important pour nous, on l'appelle la ruche, parce que c'est là où les gens se retrouvent. Donc voilà, il y a une recherche constante de ça, et je dirais même que c'est ce qui nous pousse à innover, parce qu'on recherche à chaque fois l'alignement. Donc, c'est-à-dire qu'on va vouloir chercher un alignement du marketing, un alignement de nos actions de communication qui soit complètement aligné en fait à ce que l'on veut dire. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt source d'inspiration et de source d'innovation. Bonjour. Moi, je suis assez étonnée parce que je trouve qu'on est sur un terrain assez paradoxal entre la construction, la comptabilité et la nature, par exemple. Hein, c'est quand même des choses qui sont très éloignées. Et on reproche, je suis une communicante de culture pendant des années, et c'est vrai que ce sont, je trouve, les limites de la communication, d'aller construire comme ça des univers extrêmement cohérents. Et personnellement, j'en suis un peu revenue. Et j'aime énormément ces mouvements qui repartent de l'horizontal, qui cherchent à aller créer de l'intelligence collective. Bon, je trouve ça... Là, il y a une espèce de recherche de faire germer quelque chose du partage et du commun qui est extrêmement forte et qui me paraît... Alors, où mettons le curseur, en fait, entre cette émanation de tous ces cerveaux qui partagent, et puis ces constructions qui, malgré tout, sont quand même un peu ou en partie, je vais utiliser un mot qui est trop fort pour ce que je veux dire, mais artificielles. Pour toi.
Et je pose la question un peu à tout le monde parce que j'aimerais bien aussi En fait, que... de votre point de vue, en fait, il y a une déconnexion entre votre représentation de mon métier, qui est l'expertise comptable. Vous voyez la comptabilité avec des zones de chiffres, j'entends, hein, et vous vous dites, mais c'est pas possible, une part de la nature, l'intelligence collective et autres. Alors, vous avez raison. Simplement, c'est là d'où l'importance du travail de conscientisation et aussi de vouloir se transformer. Parce qu'en fait, je l'ai un petit peu dit en fait au démarrage de notre présentation, nous, on a un enjeu de sortir de cette étiquette du chiffre et même de sortir en fait du métier du chiffre parce que même si on le garde, hein, mais en tous les cas, on sait que si on regarde loin, il y a vraiment un gros danger pour nous et il y a du coup un gros danger pour les humains qui font partie de notre entreprise. Donc il y a, on va dire, j'allais dire urgence, mais il y a une importance à se transformer. Alors, je suis en fait sur le chemin de la réponse. Ouais. C'est pour expliquer, en fait, vous partez d'une représentation qui est l'expert comptable. Donc voilà, vous voyez tout de suite les papiers, la TVA, j'en sais rien, les bilans, etc. Ah, pas possible, et puis on parle de la nature. Donc nous, on est arrivé là parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on chemine. Et donc on a fait notre propre évolution aussi pour pouvoir tenir ce discours-là. Donc on est en train d'évoluer dans la manière dont on adresse notre métier. Le comptable, c'est le chiffre, c'est la tâche. Mais ce qui fait sens pour nous, c'est comment je fais grandir une entreprise, comment je fais grandir un entrepreneur pour aller vers plus d'épanouissement. Donc, en fait, ça ouvre un champ des possibles qui est bien plus grand que le chiffre. Et donc, nous, on veut aller vers ça. On veut, si possible, sortir d'un effet Kodak, de se dire on reste trop longtemps dans un métier. Et on va essayer d'aller chercher d'autres territoires, parce qu'on sait c'est en allant chercher d'autres territoires qu'on assure notre survie ou la pérennité d'une entreprise. Donc, si on va vers l'intelligence collective, si on va vers la nature et autres, c'est parce que, déjà, ça part de nos racines, hein, ça part de qui l'on est. Alors, il y a la représentation de ce qu'est un comptable, mais il y a nous, entreprise, et puis chacun, on est différent. Et donc, c'est cohérent, en fait. C'est cohérent par rapport à qui l'on est et là où on a envie d'aller et là où ça nous porte. Parce que il n'y a pas que la comptabilité. Il n'y a pas que la comptabilité. Hein. Il n'y a pas que la comptabilité. C'est sortir l'étiquette. Voilà, exactement. Et en fait, je pense que vous avez raison de parler de communication parce qu'il faut justement sortir de cet enjeu de la communication. D'abord, on est quand même tous les 5 sur des entreprises ou des dynamiques qui sont positives. Moi, j'étais directeur général d'une entreprise qui avait divisé par 4 son chiffre d'affaires en un an. Avec une incapacité à bouger, une situation qui était absolument catastrophique. Je vais simplifier, on est sur une société industrielle avec des manutentionnaires qui sont noirs, des caristes qui sont maghrébins et des commerciaux qui sont blancs. Voilà. Le top des valeurs de l'entreprise. Voilà. Et puis par contre, il y avait des super leitmotivs en dessous de la marque. Ça ne voulait rien dire. Voilà. C'est impossible à changer quand on est dans une situation entrepreneuriale aussi catastrophique. Vous êtes chez un leader mondial qui est Sodexo, il y a quelque chose, il y a une fierté, il y a une dynamique, les gens peuvent évoluer, c'est indispensable. Et c'est pour ça que je reprends moi le sujet de l'entreprise capacitante, c'est juste déjà quelle en est la capacité, quelle est ses ressources, quelle est cette dynamique, et après on peut effectivement parler d'un ADN partagé et de valeurs. Mais ça ne peut pas partir que de la com. Il faut aussi qu'il y ait quand même une entreprise derrière qui tourne et qui ait des vraies perspectives à partager avec ses salariés. Je vais juste dire un mot, mais j'ai commencé mon intervention en parlant justement du changement d'état d'esprit par rapport à la communication, que la communication devait plus justement être quelque chose qui se construisait et qu'on l'abordait pas comme ça, mais qu'on l'abordait en étant le pouvoir de faire passer des idées qui sont des idées qui font évoluer l'humain. Et puis la deuxième chose, c'était effectivement l'émanation, la conscientisation de quelque chose qui existe dans l'entreprise et qui concerne les gens de l'entreprise. Donc je peux que vous rejoindre quand vous dites moi je ne veux plus d'un univers construit et plaqué, mais il me semble pas que ce soit ce qu'on fait. Bertrand, vous travaillez donc avec des freelances, de ce que je comprends. Vous avez parlé de comment vous structurez aussi par un lieu, notamment l'ADN de ce groupe de freelance. Mais un freelance, il n'est pas intrinsèquement à son métier amené à travailler avec d'autres structures et à aller travailler chez d'autres structures. Comment la valeur de marque d'une a un impact sur le choix que peut faire le freelance à travailler pour telle ou telle entreprise? Et deuxième question, c'est comment le freelance s'inscrit
alors qu'il a une activité de freelance, dans l'ADN partagé et dans la valeur de marque de la marque pour qui il travaille? C'est tout sur quoi on travaille. On considère que justement, c'est pas parce que ce sont des freelances qu'ils n'ont pas, envie de partager une communauté de valeurs et de marques. Et on s'engage, nous, auprès de nos clients, parce qu'on porte juridiquement le projet, à assurer une forme de qualité de service. Donc si tu veux, c'est un peu tous les avantages de bosser avec des freelances sans les inconvénients. Et du coup, pour ça, il faut transmettre cette volonté d'avoir de la qualité de service, cette volonté d'avoir des freelances qui sont capables d'être fiables. Et donc moi, je suis convaincu que c'est pas juste une question de statut, c'est pas une question de si tu es freelance ou si tu es salarié. C'est une question, est-ce que tu as envie de bien faire ton travail? Est-ce que tu as envie d'appartenir à une organisation? Est-ce que tu as envie de rejoindre cette organisation sur ses valeurs? Et donc, c'est là où, à mon avis, il y a plus de différence entre les différents statuts de travailleurs. Philippe, ce sera peut-être la dernière question. Vos collaborateurs sont, alors je connais pas bien le métier du facility management, mais j'imagine qu'ils sont majoritairement, ou de la restauration, mais ils sont majoritairement dans les entreprises, à demeure presque. Comment vous diffusez une culture d'entreprise et une ADN Sodexo à des personnes qui physiquement ne sont quasiment jamais au sein de la structure? C'est l'enjeu, hein, parce que on a une particularité, c'est que on a une manière de décoder les attentes et les enjeux chez un client. Quel est le réseau relationnel? Qu'est-ce qui va fonctionner? Quels sont les interlocuteurs chez nos clients qui peuvent avoir un pouvoir de nuisance par rapport à notre présence? Enfin, tout ça. Ça s'analyse. C'est quelque chose qu'on sait faire. Et justement, pour faire progresser l'entreprise, puisqu'elle est atomisée, il faut des référentiels très forts. Hein, ça ne peut pas marcher de sans. Donc c'est des référentiels très, très forts. On a parlé des valeurs, mais il y a aussi des règles de management, de la solidarité managériale. Il y a la construction de l'encadrement, comment il est constitué. Il est particulièrement clair que c'est toujours un encadrement qui est à la fois issu de la promotion interne, à la fois issu de recrutement externe. Il y a une culture d'entreprise très forte. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Merci. Merci. J'ai une toute dernière question. C'est lui qui fait dépasser le temps. Ouais, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est moi qui suis responsable du sujet. J'en suis le fautif. On a parlé depuis le début de la journée. On parle de la révolution du travail, que ça s'incarne dans des postures, dans des cultures, dans des états d'esprit, etc. Évidemment, l'ADN et la valeur de marque transpirent dans ces postures et ces cultures. Mais finalement, vu qu'on est en train d'amener les entreprises et les modèles d'organisation vers d'autres façons de travailler, est-ce qu'à terme, on ne va pas tous partager les mêmes valeurs de marque? On parle toujours des mêmes termes de confiance, de transversalité, de collaboration et de collaboratif, etc. Est-ce que demain, il y aura vraiment une spécificité à travailler pour l'entreprise A ou l'entreprise B, ou est-ce qu'on partagera tous les mêmes valeurs? C'est une remise à niveau. On a vraiment besoin de confiance, on a vraiment besoin de coopérer et de remplacer la compétition par la coopération. On en a vraiment besoin maintenant, parce qu'on passe sur un autre état d'esprit, on passe sur un autre niveau d'épanouissement humain. Donc ça peut aller de pair avec les valeurs spécifiques à telle ou telle entreprise. Ça n'exclut pas d'autres valeurs. Mais si vous avez l'impression qu'on parle toujours de la même chose, aujourd'hui, chez Revolution at Work, c'est parce que c'est les enjeux de maintenant. Il faut rétablir de la confiance. Et pour rétablir de la confiance, il faut enlever du contrôle, il faut enlever de la peur, il faut enlever du process. Philippe, si tu peux parler des valeurs, des valeurs qui sont et l'histoire singulière de Sodexo. Je veux dire, il y a absolument, c'est inimaginable de dupliquer l'histoire d'un groupe français qui commence à Marseille, qui devient un leader mondial avec une emprise familiale aussi importante. Enfin, je veux dire. Ouais, mais parce que on a le sentiment que c'est reparti pour 50 ans. Voilà, il y a et que Pierre Belon, il a dit beaucoup de choses dont on se souvient tous. Il a dit que c'est finalement la réussite, c'est avoir plus de succès que d'échecs, à condition de ne pas avoir toujours les mêmes échecs, parce que là, ça devient embêtant. Il a dit aussi
qu'un patron ou un manager, c'est celui qui délègue ce qui existe pour s'occuper de ce qui n'existe pas. Puis il a dit quelque chose de très encourageant, il n'y a pas de marché mûr, il n'y a que des dirigeants blettes. Bon, c'est pas Il y en a duplicable. quelques-unes comme ça, mais c'est des messages assez forts. De tout le monde, beaucoup de gens les connaissent ici. Voilà. Est-ce qu'on... Vous avez encore des questions ? Non. Ouais, une dernière chose. Alors, je suis complètement d'accord avec cette idée que la confiance et la coopération, on en a tellement besoin que si ça s'installe dans les valeurs des entreprises, tant mieux, parce que le monde en a besoin. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle que ce soit partagé par beaucoup d'entreprises, parce qu'on a plutôt intérêt à se dire qu'on n'est pas dans ce modèle de compétition où on essaie de se dire je vais être meilleur que celui de derrière parce que j'ai des meilleures valeurs, mais plutôt se dire si on les partage tous comme ça, le monde ira sans doute mieux. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée. Après, j'aurais envie de rattacher à cette idée que oui, il y a les valeurs, et puis il y a cette notion de sens, quand même, de sens. On n'a pas tous, on combat pas tous les mêmes idéaux. Ça peut aussi se traduire dans la marque, et on n'a pas tous la même identité. Et donc, au travers de notre expérience, on se rend compte que de faire vivre aussi cette identité et ce en quoi on croit, ça, c'est pas copiable. Parce que c'est comme un individu, ce qui me motive, ou mon identité, ici on a tous des identités différentes et au niveau des entreprises, c'est exactement le même cas. Donc voilà, ça serait mon mot de fin. Mais... un petit mot justement pour aller au bout de ça. Quand vous dites qu'on partage tous les mêmes valeurs, qu'à la fin on va partager les mêmes valeurs, moi je peux vous dire qu'il nous est arrivé, et je parle des clients, de s'apercevoir que des clients ne partageaient pas les mêmes valeurs qu'eux, et on préfère s'arrêter dans ces cas-là. Parce qu'on a une équipe avec nous, on a des gens qu'on a formés, des gens qu'on a managés, et on sait qu'on est au service des autres, mais c'est un métier qui, pour beaucoup d'éléments, est gratifiant. Mais justement, quand on ne reçoit pas le retour et la gratification et que nos équipes ne reçoivent pas cette gratification au travers de la qualité de ce qu'on fait et ainsi de suite, et que finalement nos équipes ne sont pas traitées à la hauteur de ce qu'on voudrait, ça s'appelle on ne partage pas les mêmes valeurs et on s'arrête. Voilà. Merci. Merci à tous. On en a fini pour cette première journée. On vous invite à aller, pour ceux qui veulent aller à l'Afterwork, à l'Alternatif. C'est en face de Cœur Défense à partir de 18h30. Et vous pouvez récupérer des plans d'accès auprès des hôtesses. Merci. Et on vous retrouve demain à 8h15 pour le premier panel. Merci. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it.